Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Douche froide à Québec, Éric Lefebvre passe du bleu CAQ au bleu conservateur. Est-ce que le Royaume-Uni va devenir le premier pays au monde sans fumée? Et bilan de saison des Canadiens, pendant qu'on parle de coupe dans le vestiaire, les partisans aimeraient bien voir des séries. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, merci de m'accueillir oui, aux 24 minutes. Ben oui. Écoute, je peux pas commencer sans te parler de la douche froide qu'a reçue ou qu'a eu François Legault. Je pense qu'on peut le dire parce qu'ils l'ont même pas caché. Là. Si tu as vu les points de presse dans les corridors aujourd'hui, les députés de la CAQ n'ont pas fait semblant de pas être sonnés. Là. Plusieurs ont comme assumé le coup de dire « Ouais, on l'a pas vu venir. » Ils ont assumé que ça faisait mal. Là. Justement, dans ça, il y a Yann Lafrenière qui a dit que c'était une décision qui nous a surpris, sont ses mots, puis d'après l'article, d'ailleurs, c'était très sec, donc très sèchement, je ne l'ai pas entendu personnellement. Isabelle Charret qui a dit qu'elle était également déçue. Martine Biron, donc ça rejoint définitivement ce que tu viens de dire. Faut dire que Éric Lefebvre, donc, a quitté la CAQ. Ne quitte pas son siège, par contre, de député d'Arthabasca, va continuer de siéger comme indépendant. Mais Éric Lefebvre... Parce que l'élection fédérale n'est pas tout de suite, là. Ben exactement, puis c'est là où je m'en venais. Il veut se présenter pour le Parti conservateur. C'est pas sa première fois, d'ailleurs. Hein, non, c'est présenté il y a quand même plusieurs années. Il a travaillé à Ottawa. Quelqu'un me disait il a travaillé à Ottawa comme employé politique là, pour les conservateurs. Donc, il n'y a pas de doute. Sur le plan, c'est les gens qui disent c'est un opportuniste. Il n'y a pas de doute que c'est un conservateur. Dans ça, il ne devient pas conservateur par opportunisme. Maintenant, j'ai pas de réponse, puis je ne vais pas parler à sa place, mais je pose la question. Si aujourd'hui, 17 avril, Pierre Poilievre est loin derrière Justin Trudeau, 10 points derrière Justin Trudeau dans les sondages, et François Legault est encore, comme jadis, à 45% dans l'opinion publique du Québec, est-ce qu'Éric Lefebvre pose le même geste? Peut-être que oui, parce qu'il est un conservateur convaincu et veut participer à la prochaine élection pour les conservateurs coûte que coûte. Peut-être que non. Mais si je me fie à ce que tous les politiciens disent, ils ne gouvernent pas selon les sondages. Ou il ne se gouverne pas dans son cas selon les sondages. Donc, moi, ce que je vois, ce qu'on ne saura jamais, est-ce qu'il est content? Parce que, tu sais, whip, là, c'est comme un entre-deux. C'est un gros rôle. T'es le préfet de discipline, puis en même temps, t'es celui qui console les députés malheureux, qui gronde les députés indisciplinés qui font des conneries. T'es celui qui garde le groupe uni et heureux, tu sais. C'est pour ça que ça fait mal. C'est un peu comme le capitaine d'une équipe de hockey, ou le motivateur du groupe, puis là, c'est lui qui... Tu comprends? C'est lui qui saute en bas du bateau, puis qui prend un bateau de sauvetage, puis qui s'en va. Ça fait mal au groupe, mais on se comprend que lui, politiquement, il fait probablement un bon coup, là. Parce que, en étant le premier, puis là, je pense du côté conservateur, là, j'oublie la CAQ, je pense du côté conservateur. Présentement, t'as le caucus conservateur au Québec, ils sont 9, mais t'as pas aucun autre candidat vedette. Quand on pose la question à Pierre Paulus, le lieutenant, il dit « Ah, M. Dumont, tu as dit que là, ça se prépare, puis des gros noms, puis ça circule, puis des téléphones ça, on entend toujours ça, mais on n'a pas un de ces noms-là. On n'a pas un maire, un chef d'entreprise, une personnalité connue de n'importe quelle région qui saute avec les conservateurs, on n'en a pas. Donc lui, il devient le premier. Moi, avec mon expérience, là, le premier à se montrer publiquement, le premier qui est quand même une personnalité, là, le whip de la CAQ, il est à l'Assemblée nationale, quitte ça pour s'en aller avec les conservateurs. En faisant ça, il va être ministre. Peut-être même un ministre, peut-être pas senior, mais un ministre important du Québec. Penses-tu que ça pourrait créer un mouvement d'entraînement? En fait, il n'y aura pas plusieurs personnes de la CAQ qui vont passer chez les conservateurs. Non, mais sans parler de la CAQ, peut-être que des personnes plus en vue pourraient être tentées de se lancer. Ça, c'est certain que c'est le but de Pierre Poilievre. Donc, si aujourd'hui, les conservateurs sont si heureux, c'est qu'eux, ils disent, quand, mettons, je sais pas, le maire d'une ville en région qui pense à se présenter dans son comté, puis ça serait le meilleur candidat disponible, mais il hésite. Il est maire, là, les conservateurs, puis Poilievre, le monde l'aime-tu vraiment au Québec? Ça fait un argument à y donner. Garde Lefebvre, là, il a quitté la CAQ, il a quitté un poste de whip à la CAQ pour s'en venir parce qu'il sait qu'on va gagner, puis on va être au pouvoir. C'est certain que le but, c'est de créer un effet d'entraînement. Par contre, quand tu parles d'effet d'entraînement, je pensais que tu me parlais dans le caucus de la CAQ, parce que ça, c'est l'effet d'entraînement qu'eux ne veulent pas. Que là, un quitte, parce que déjà, il y en a une qui a quitté, Joël Boutin, dans la région de Québec l'année passée. Ça a donné lieu à une élection partielle désastreuse dans Jean Talon.
Là, bon, au moins, ils n'ont pas d'élection partielle tout de suite. Fait que François Legault peut se dire, là, j'ai pas d'élection. Comme il reste député indépendant dans ce côté-là, ça évite l'élection partielle à court terme. Mais là, est-ce que tu vas en avoir un autre, puis un autre, puis un autre? Là, c'est une série de dépôts. Et là, t'as pas le whip, justement, pour ramener tout le monde. Pour Mais là, dire, ils vont en nommer un autre, mais là, ça va être un nouveau whip fraîchement arrivé avec moins d'expérience puis moins de vécu par la force des choses. Donc, as-tu des noms en tête en ce moment? Ben, c'est sûr qu'on a le nom de Donald Martel, le député du comté voisin d'ailleurs, là, de Bécancour, je sais pas le comté, s'appelle Nicolet, Bécancour, Nicolet, parce que lui, il était whip dans l'opposition. C'était le whip de la CAQ quand la CAQ était dans l'opposition. Fait qu'il a l'expérience, mais en même temps, on se dit, ouais, quand François Legault est arrivé au pouvoir, il l'a pas renommé, y avait-tu une raison, ou est-ce que c'est juste parce qu'il avait fait des promesses à Éric Lefebvre, parce qu'à un moment donné, tu sais, être whip, là, c'est en bas d'être ministre. T'sais, c'est plus le fun d'être ministre que d'être whip, mais c'est plus le fun d'être whip que d'être simple député. Fait que tu sais, c'est comme... Puis tu sièges au Conseil des ministres. Le whip est assez important. Il n'y a pas de ministère, mais il siège au Conseil des ministres quand même. Il y a 6 pour faire le lien avec la députation et tout ça. Donc, puis là, François Legault, une des questions, juste pour conclure le sujet, une des questions qui vient pour lui, tu peux pas laisser le poste de whip vacant longtemps. Une journée, c'est correct, 2 jours. Et moi, à mon avis, il va falloir qu'il nomme quelqu'un, mais en termes de jours, rapidement. Mais là, François Legault, je pense qu'il veut faire un remaniement important à mi-mandat. Donc, ce serait soit tout de suite après la session au mois de juin ou tout de suite avant l'autre session au mois d'août-septembre, mais un des deux bouts de l'été, là, au début, tout de suite après la session ou avant la session d'automne, il va vouloir faire un remaniement. Mais là, tu peux pas attendre à l'été pour nommer un whip quand le whip est parti à mi-avril. C'est bien que trop tard. Tu peux pas laisser le poste vacant si longtemps. Et tu veux pas nécessairement rendre mécontent quelqu'un à qui tu vas enlever le poste de ministre. C'est ça. Tu vas le donner à quelqu'un, mais tu vas y réaliser parce que le poste de whip fait partie dans ton grand brassage de casse-tête. Si tu fais un remaniement où tu déplaces 13 personnes, ben le poste de whip, c'est un des postes que tu as pour jouer avec. Fait que comment ils vont jouer ça? J'ai hâte de voir. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce que François Legault va faire dans les prochaines heures, qu'est-ce qu'il va annoncer. Là, je pense qu'il a été pris un petit peu au dépourvu, là, mais qu'est-ce qu'il va annoncer par rapport au poste de whip, ça va être intéressant à suivre. Ouais, selon ce qui est sorti, il l'aurait su hier soir. Oui, non, mais à la CAQ, ils étaient sonnés. Le matin, je me répète, là, mais la plupart des députés ont même pas fait semblant. Tu sais, des fois, tu vois que ça joue un peu la comédie. C'est pas grave. Non, là, ça les cognait, puis ils le démontraient. Tout savoir en 24 minutes. Ben, beaucoup de réactions aujourd'hui au budget très déficitaire du gouvernement Trudeau. Pierre Poilievre, le chef conservateur, a qualifié ce budget-là de pompier pyromane, hein, ça veut tout dire. Celui qui allume... L'expression à la mode, là, ça fait quelques fois qu'on la répète, là. Oui, il est assez fort, M. Poilievre, pour aller chercher les... Et taper sur les mêmes clous. Oui, tout à fait. Mais il n'est pas tout seul non plus. Le Bloc québécois a tiré également à boulet rouge sur ce budget-là. Selon Pierre Poilievre, il a dit, ce sont ses mots, « Les conservateurs de gros bon sens voteront contre ce pompier pyromane qui arrose le feu inflationniste qu'il a allumé. » Ouais. Mais parce que évidemment, les conservateurs reprochent, et c'est pas dur à faire, là, Justin Trudeau, d'être trop dépensier. Mais dans les rangs libéraux, à première vue, le budget semble quand même obtenir la note de passage dans le sens suivant. Il y en a assez pour le logement. Le déficit, bon, ils ont joué dans les méthodes comptables, mais ça, tout le monde va oublier ça. Personne ne va vraiment étudier les méthodes comptables. Donc, ils sont restés un déficit de 40 milliards. C'est quand même un exploit. Tu annonces des milliards et des milliards de nouvelles dépenses, puis le déficit n'augmente pas. Parce que, bon, les dépenses, ils les ont remis ces années futures, ils ont joué avec ça. Mais je regardais ce matin au caucus, là, le caucus libéral, là, Justin Trudeau a réuni son caucus, mais vraiment, quasiment une séance de pep talk, le genre de séance que tu fais au déclenchement d'une campagne électorale. Là, à la Braveheart, là, tu lèves le poing, puis on part tous ensemble, puis on s'en va conquérir. Et donc, je sentais quand même que les libéraux, tu sais, le logement, là, le logement, taxer les riches, ils en ont juste assez de messages politiques qui se sentent à l'aise de partir une vente parce que à cette étape-ci, si t'es Justin Trudeau, tu sais que tu seras pas en avance d'un sondage, tu ne revires pas une tendance de même en 3 mois, là, tu seras pas en avance d'un sondage à la fin de la session à mi-juin. Là. Mais ça va tellement mal pour les libéraux que si l'aiguille bougeait, là, s'ils finissaient au mois de juin puis que l'écart entre les conservateurs et les libéraux était passé, plutôt d'être dans la fourchette entre 15 et 20, il était réduit à 10,
ça serait déjà assez pour qu'au caucus, tu sais, ça ne prend pas grand-chose faire run. Tu sais, au hockey, tu perds 5-1, là. Tu commences la troisième période, dans la première minute, tu comptes un but 5-2. C'est fou, tous les joueurs se mettent à y croire. Le momentum change. Ouais, tous les joueurs se mettent à y croire, puis là, c'est l'autre équipe qui devient nerveuse, qui a peur de faire des... Ça en prend juste un autre 5-3, ben là, c'est rendu un match serré, puis tout est possible, puis tout ça. Fait que, il faut que les libéraux puissent se mettre dans ce genre d'atmosphère-là, de dire, ben regarde, là, juste un bon budget, puis on l'a vendu, puis on est allé sur le terrain, on a parlé au monde, puis regarde, déjà, on a coupé l'écart, là. C'est ce qu'ils essayent présentement. L'inverse est aussi vrai. Autant, je veux dire, mettons que tu réduis l'écart de 18 à 12, tu as coupé un tiers de l'écart, t'es content. Autant si l'aiguille est jamais dans le cadran, puis elle grouille pas, puis t'arrives à mi-juin, puis t'as fait tout ça, 3 semaines d'annonces, de l'argent, un budget, puis des tournées régionales, puis l'écart reste identique, puis le Parti libéral, l'aiguille bouge pas. Là, tu vas arriver à l'autre question. C'est est-ce qu'on a le bon chef? Est-ce que c'est notre chef qui est brûlé, puis que peu importe les discours qu'il fait, peu importe les mesures qu'il met de l'avant. Ouais, est-ce que Justin Trudeau passe encore? Il y a un point où tu peux te dire le monde n'écoute plus. Donc moi, je pense qu'on est dans ça. Là. Le Parti libéral qui fait le maximum pour que son message soit entendu. Puis après ça, on va regarder le cadran. Je dirais que la tape dans le dos viendra pas de Jack Meeting, certain, parce que lui, il se demande encore s'il va voter pour ou contre le budget. Donc, eux autres sont perdus rares. Non, mais Alexandre Boulris... C'est ce matin, hier soir, sur Twitter, Alexandre Boulris prenait tout le crédit pour le budget. Le budget était extraordinaire grâce au NPD, puis son chef est pas sûr qu'il va voter pour. Les autres, là, ils nous prennent pour des... C'est fou parce que l'influence qu'ils ont par rapport à la compétence qu'ils démontrent, là, le NPD, c'est vraiment incroyable. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Alors, il y a une histoire absolument, je pense, épouvantable qui vient tout juste de sortir. Un individu de 47 ans, un père de famille, qui espionnait ses filles avec des caméras cachées. Il a plaidé coupable. Donc, l'homme avait installé plusieurs caméras, entre autres dans des haut-parleurs de la salle de bain, et tout ça à l'insu, évidemment, de ses jeunes adolescentes et de sa conjointe. Et il espionnait comme ça... sa propre famille. Sa propre famille, oui, exactement. Sa propre famille. Il a produit des enregistrements de ses filles et de sa conjointe dans la maison familiale. On parle ici de plusieurs dizaines de vidéos intimes des personnes. Qu'il revend... Pour lui-même, pour sa consommation personnelle, ou qu'il revendait? Écoutez... C'est pas clair ce qu'il allait faire avec? En fait, c'est une des filles qui a remarqué qu'il y avait une caméra dans le haut-parleur de la salle de bain qui a commencé à poser des questions. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il faisait précisément avec le matériel? Va savoir, mais les policiers, en tout cas, ont découvert les fichiers dans son ordinateur. Il me semble qu'on ne l'avait pas entendu, celle-là. Inceste, voyeurisme, des caméras dans les salles de bain, dans des établissements publics, mais des caméras dans sa propre maison pour les membres de sa propre famille. Ça, on dirait qu'on imagine. Il y a toujours plus dégueulasse que la dernière chose qu'on a vue de dégueulasse. Là. C'est étrange, hein? On dirait que la ligne, à chaque fois qu'on pense qu'on l'a franchie, c'est jamais le cas. Alors, mais néanmoins, donc ça fait qu'il l'a dénoncé et la police s'en est mêlée. Oui, absolument. Il a plaidé coupable à 2 chefs de production de pornographie juvénile, 1 de possession et 4 chefs de voyeurisme. Alors, fallait que je t'en parle, c'est malheureusement... Pas joli. Pas fort. Tout savoir en 24 minutes. Alors, je voudrais te parler tout de suite du Royaume-Uni. Oui. Le Royaume-Uni pourrait devenir le premier pays au monde avec une population non-fumeur et non-vapoteur. Alors, plutôt que de s'attaquer directement à l'âge de consommation, donc par exemple, comme c'est ici, et c'est le cas là-bas également, 18 ans. Tu as 18 ans, tu peux acheter des cigarettes, tu n'as rien à demander à personne. En bas de 18 ans, tu peux pas. Là, plutôt, ils songent à établir une date de naissance. Alors, si tu es né après le 1er janvier 2009, tu as donc 14 ans ou tu viens d'avoir 15 ans, donc tu vas avoir 15 ans dans l'année, tu ne pourras plus acheter ni produits du tabac, ni produits de vapotage. Donc, fumer serait un droit acquis. Si tu as 50 ans, tu fumes, on va tolérer ça. Il y a une génération, à partir d'une date, il y a une génération dont on dit, tu fumeras jamais. Si tu as 16 ans, tu vas avoir le droit. Si tu en as 15,
tu l'auras pas. Mais là, c'est comment tu vas gérer ça après? Ah ben ça, c'est la question. Parce que là, veut dire, les gens plus vieux vont faire du marché noir, les plus jeunes, parce que le produit va encore circuler dans la société, mais comment tu vas faire pour en priver? Ben c'est ça la crainte en réalité, c'est l'augmentation du marché noir et tout ça, puis tout ce qui va en découler. Puis évidemment, il y a toute la question des libertés individuelles également là, qui est en train d'être débattue au sein même du Parlement britannique. Et après ça, en fait, il y a une question de droit, sur l'égalité des droits entre les gens, parce que là, après ça, il y a une question de psychologie. Surtout pour les plus jeunes. Est-ce que les interdits sont plus attirants que ce qui est légal? Est-ce que tu vas augmenter le taux de tabagisme chez les jeunes qui vont vouloir trouver quelqu'un plus vieux pour leur fournir l'interdit? Là, il va falloir qu'il trouve de plus en plus vieux parce qu'à chaque année, il va avoir... ça. Fait qu'aller voir ton oncle de 45 ans, c'est plus difficile quand t'en as que ton 12. grand frère, oui. C'est un peu plus difficile. Ceci dit, j'ai bien aimé dans cette nouvelle-là la réplique de l'ancien premier ministre Boris Johnson qui a dit « C'est vraiment étrange que le parti de Winston Churchill veuille bannir les cigares. » Oui, effectivement. Mais ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de pays. Le plus loin, c'était la Nouvelle-Zélande qui a fait une affaire un peu semblable. Ben, ils se sont essayés et ça a finalement pas passé. C'est un peu mort dans l'œuf. Mais donc, ils seraient vraiment les premiers. Oui, puis ce qu'on peut constater en réalité, c'est que le tabac, partout où tu te trouves ou à peu près dans le monde, c'est quand même un sujet prenant. Mais on fume moins. Pour voyager un petit peu, là, on fume moins en Amérique du Nord qu'en Europe. Moi, chaque fois que je vais en Europe, ça me frappe, là. Puis quand j'étais, il y a quelques années, ma fille étudiait au Royaume-Uni, puis on s'était promené, j'étais allé la rejoindre. Puis ça nous avait frappé, là. Quand le soir, on allait prendre un verre dans un pub, tu dis, tu sais, tout le monde, tu vois plus ça. D'abord, ici, c'est interdit de fumer à l'intérieur. Là-bas, là, tu sais, c'était... J'expliquais, je vois, mais c'était de même dans l'ancien temps au Québec. Là. Tu sais, on arrivait d'un bar, là, on mettait direct notre linge dans la laveuse parce que, tu sais, un bar, là, c'était tout enfumé, tout emboucané. Là, ton vêtement, là, il sentait la fumée à plein nez. Mais là, c'était ça. Là, nous, on était dans un bar un soir super beau qui s'appelait le Sherlock Holmes. Mais on est revenu de là, ton linge. Tu avais apporté un chandail, un lainage. Là, il ramène la fumée du bar. En Amérique du Nord, on est quand même rendu ailleurs. C'est pour ça que je sais pas comment au Royaume-Uni, à mon avis, faut imaginer ça, faut penser à ça comme un changement, une petite coche plus gros que ce qu'on vivrait ici, parce que nous, quand même, la cigarette... Ouais, mais la cigarette, on l'a sorti ici des lieux publics, on l'a sorti de plusieurs endroits. Ah, je me souviens d'ailleurs, moi, quand j'étais plus jeune, t'allais au restaurant, t'avais la section fumeurs et la table à côté, c'était la section non-fumeurs. Moi, j'ai assisté à l'Assemblée nationale au débat sur l'aération indépendante, parce que ce que tu décris, pendant une époque, tu avais la section fumeur-non-fumeur, mais c'était comme, tu regardes, comme toi puis moi, là, on met un petit muret, là, on met un petit muret sodo, puis tout est dans le fumeur. Là, ben voyons. Et là, c'est Jean Rochon, le ministre de la Santé, décédé aujourd'hui du PQ, qui avait plaidé pour le fait, ben là, au moins, et là, donc, on avait forcé les restaurants à dire, si vous voulez maintenir une section fumeur, il faut qu'elle ait une ventilation indépendante. Il fallait vraiment que tu aies une prise d'air différente qui sort direct. Et là, il y a des restaurants qui avaient carrément dit, des petits restaurants, hey, ça n'a pas de bon sens, la dépense de refaire d'avoir faire la construction d'une pièce, plus refaire une ventilation indépendante. D'autres plus gros restaurants ou des chaînes avaient fait des sections fumeurs. Puis ça a duré comme ça 3, 4, 5 ans, puis là, finalement, on a dit... Ça, c'est si tu pouvais faire des murs, parce que sinon, t'avais l'air d'un aquarium. Ils mettaient des vitres et tout ça, puis là, tu mangeais dans un aquarium. C'était un peu... Ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Après ça, on a interdit, genre 7, 8, 10 ans après, on a interdit carrément de fumer dans les bars et dans les restaurants. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.